C'est un grand plaisir de vous recevoir ici, Delphine Glaise et Denis Reynaud, donc collègues de Lyon 2, pour voilà, venir enrichir nos réflexions autour des écrans et surtout des nouvelles façons de se rendre visible, de voir, hein, comme votre livre, magnifique livre, Machines à voir. Donc voilà, exactement. Et donc je vous laisse la parole pour une petite heure, disons, enfin, comme vous le souhaitez, et ensuite on échangera donc, dans l'heure qui suit à propos de votre présentation. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir. Merci à vous. Merci à vous, d'autant que ce n'est pas si fréquent pour nous, donc enseignants-chercheurs en littérature, de pouvoir à la fois joindre la théorie et la pratique, et se retrouver donc dans un contexte rempli d'écrans, tout en parlant d'un objet effectivement qu'on va appréhender par un biais un petit peu particulier, donc les écrans, puisque nous nous intéressons, on pourrait dire, à une archéologie de l'écran. Donc nous sommes tous les deux enseignants en littérature, pour ma part littérature du 19e siècle et Denis Reynaud du 18e siècle. Et s'il faut dire peut-être juste 2-3 mots de la recherche qui nous a animés ces dernières années. En fait, donc on a travaillé depuis une dizaine d'années, on se demandait tout à l'heure, mais sur ce qu'on pourrait appeler une archéologie de l'écran et des machines à voir de façon générale. Donc à la faveur au départ d'un séminaire, et puis donc, ce qui est devenu une anthologie de textes, en essayant de repérer, donc de nous intéresser à l'ensemble des dispositifs optiques, des instruments d'optique, tout ce que nous avons donc appelé machines à voir, entre le XVIIe et le XIXe siècle. Et donc en essayant aussi de voir, hein, à travers les textes et à travers l'image, la façon dont au fil de 2 siècles et demi se construisait le regard humain et ce qui pouvait en modifier, voire en perturber, en bouleverser la sensibilité. Donc voilà globalement ce qu'a été notre démarche. Et donc pour l'enquête d'aujourd'hui, on s'est intéressé donc à une petite partie de ce qui nous a préoccupés dans l'anthologie, à savoir donc les écrans qui... Non, on essaie de régler un problème parce que, en fait, le micro là, c'est le micro de Jean-François qu'il va falloir utiliser parce que ici c'est un peu loin, ils n'entendent pas, donc voilà. Mais tu peux est-ce que c'est bon là? Ouais, voilà. C'était pas mal comme idée. C'était surtout que j'aime bien. Un podcast allumé sans m'en rendre compte. Voilà, allez, excusez-nous, hein, voilà, c'est typique. Très bien. Donc, voilà, je disais qu'on allait travailler précisément sur la question de l'écran, et donc sans aborder les choses dans une perspective téléologique, en essayant de voir de possibles origines à ce que nous fréquentons et expérimentons tous les jours en matière d'écran, essayer simplement de voir comment, à des moments donnés, hein, des formes, des expérimentations ont pu être proposées à la fois dans le champ des techniques, mais également rêvées et formalisées dans le domaine des textes littéraires, qui est donc notre spécialité. Voilà. Donc, sans plus attendre, peut-être qu'on va commencer la présentation. On vous propose justement un petit plan qui nous permettra d'entrer en matière. Donc, Denis Reynaud, dans un premier temps, va vous parler justement de l'histoire du mot et de ses différentes acceptions, donc, principalement à partir du XVIIIe siècle, hein, les textes du XVIIe, XVIIIe. Et puis ensuite, donc, on abordera la question de la projection spécifiquement, et puis ensuite des effets de l'écran, donc ainsi que vous le voyez sur le plan qui est affiché. Voilà, ça de la parole. Oui. Donc c'est un plan magnifique en 3 parties, subdivisées chacune en 3 parties, mais elles vont être d'assez inégale longueur, et en particulier la première partie, l'histoire du mot, c'est sans doute pas celle qui vous intéressera le plus, mais vous allez y avoir droit quand même. Donc l'histoire du mot, on va voir 4 définitions, et c'est la 4e qui ne figure pas à l'écran, qui sera l'objet de notre critique dans la 2e et la 3e partie.
Alors, premier sens du mot écran, c'est l'écran protection. Donc on va afficher les textes, Delphine, on n'a pas d'image pour cette première partie, ça sera des textes. Donc voilà ce que dit Richelet en 1694, donc un premier dictionnaire de langue française, comme vous savez. Ce qu'on tient à la main et qu'on se met devant le visage pour le garantir d'un grand feu, ce qu'on pose devant soi pour empêcher que le feu ne nous fasse mal. Cette sorte d'écran s'appelle un écran à pied, pour le distinguer des autres, qu'on tient à la main. Voilà, donc écran, protection contre le feu, avec dans une deuxième citation une mise en garde pour les gens du Sud-Ouest qui ont tendance à confondre écran et paravent. Il n'est pas rare d'entendre dire à Toulouse écran pour paravent, comme il faudrait un écran devant cette porte. On peut voir par les vers suivants que l'usage d'un écran n'est pas d'être mis devant une porte. Comme on donne à chacun son siège et son écran, des pincettes aussi dont présente une paire. Donc il semblerait, d'après cette citation, que c'était un rituel social. Vous arriviez quelque part, l'hiver, on vous tendait un écran, pour que vous puissiez vous asseoir devant la cheminée sans être carbonisé. On se sert donc d'un écran quand on est devant le feu, mais il faut dire paravent quand il est question du meuble que l'on met dans une chambre pour se garantir du vent d'une porte. Voilà, ça c'est le premier sens, auquel va succéder, les trois sens que je vais explorer se succèdent plus ou moins. On va dire que ça c'est le sens 16e, 17e siècle qu'on vient de voir. L'écran devient de plus en plus un objet décoratif, c'est-à-dire il outrepasse sa fonction de protection pour servir à quelque chose. Et ce quelque chose, eh bien, Richelet nous en parle, toujours dans la même définition, un bel écran, un joli écran. On orne ordinairement les écrans de peinture, de vers, d'histoire, de fables. Voilà, deuxième fonction de l'écran, non seulement il vous protège du feu, mais il vous donne à lire, il vous donne à voir. Voilà ce que dit le Journal des Savants, une trentaine d'années plus tard. Le sieur Rondet, libraire et imprimeur, a su réduire en 8 tables ou cartons qui feront 4 écrans les règles universelles de la prononciation latine et celles de la conjugaison française. Donc là, d'une pierre deux coups, vous êtes devant le feu, vous êtes protégé, et en même temps, vous apprenez vos conjugaisons de latin. Et on va voir que les écrans se construisent par série. Là, donc, c'est 8 tables de règles universelles de la prononciation latine, mais on peut avoir un autre type de série, une série historique. Donc nous sommes dans l'année littéraire, en 63, ouais. Les plus petits objets portent l'empreinte de l'industrie française. On a donné le nom de fastes de Louis XV à des écrans d'un goût nouveau, d'une forme agréable et, si l'on peut dire, d'une lecture utile. En effet, les principales époques de la vie du roi sont gravées sur ces écrans, en sorte qu'on peut acquérir ou se rappeler d'un coup d'œil une idée générale de l'histoire du roi. Une sorte de bande dessinée sur écran qui nous est proposée donc, dans les dernières années du règne de Louis XV. Sa popularité avait sans doute besoin d'un coup de pouce à ce moment-là. Dans le même ordre d'idée, un petit peu plus tard, une autre série d'écrans dessinés, le sieur Petit vient de mettre au jour une série de 6 beaux écrans, à nouveau des écrans en série, représentant des sujets allégoriques à l'accouchement de la reine. Le numéro 1 est intitulé « Accouchement de la reine », le numéro 2 « Les vœux accomplis », numéro 3 « La piété du roi et sa libéralité », numéro 4 « Les réjouissances françaises », numéro 5 « La joie publique ou les spectacles gratis », et numéro 6 « L'illustre nourrisson », qui est Louis XVI, qui figure sur le 6e écran. Donc ces écrans décoratifs sont l'objet au cours du XVIIIe siècle d'un raffinement constant. On découpe les écrans, on les évite, on crée des effets de transparence, mais la citation que je donne ensuite contredit ce que je viens de dire, puisque c'est de 1714, donc dès le début du siècle, on avait ce genre de raffinement. Il ne faut que les vider par le milieu, les écrans, et y mettre un morceau de talc
de talc, une sorte de minéral transparent, hein, c'est pas le talc qu'on met sur les fesses du bébé, de l'illustre nourrisson, hein, c'est donc une sorte de morceau de pierre translucide, hein, ou les fermer d'une glace. Voilà, donc des écrans assez perfectionnés. L'exemple suivant, alors c'est l'exemple de facétie auquel on pouvait se livrer grâce à un écran décoratif. Donc vous arrivez, on vous donne un écran, comme je l'ai dit tout à l'heure. On donnait un de ces écrans à une personne qui arrivait dans l'appartement. Quelque temps après, elle était fort surprise de voir des dessins, des figures de monstres et d'animaux qu'elle n'avait point d'abord aperçus sur l'écran et qu'elle jetait aussitôt, tout épouvantée. La maîtresse de maison allait relever l'écran qui était déjà assez refroidi pour faire disparaître les figures qu'on y avait tracées. Donc c'est un écran qui, selon le degré de chaleur, fait apparaître ou disparaître, grâce à une sorte d'encre sympathique, des figures horribles. On montrait à la dame épouvantée cet écran en lui disant qu'assurément, elle avait eu une attaque de vapeur, qu'il n'y avait aucune réalité dans sa vision et qu'elle n'avait pas vu ce qu'elle croyait avoir aperçu. Voilà un exemple de jeu de salon donc en 1728. Donc on voit déjà que l'écran est déjà riche d'un potentiel de spectacle qui ne fera que développer par la suite. Le troisième sens, je vais être un petit peu plus rapide, c'est celui de l'écran comme support. Support d'une image. Alors, c'est la citation de Smith. Ouais. Il est à propos de recevoir les images sur un grand écran couvert d'un linge ou de papier blanc et de le rendre mobile sur de petites roues pour le placer aisément à la distance convenable de la lentille. Donc là, c'est un écran à l'usage des peintres, hein, et des dessinateurs, un écran translucide que l'on place devant un visage ou devant un paysage pour pouvoir le recopier. Hein, donc c'est l'écran support. Donc on a un autre exemple ensuite, oui, dans un article sur lequel on reviendra parce qu'il nous apparaît assez important, l'article de l'encyclopédie. L'écran propre à recevoir l'image des objets est ordinairement d'une feuille d'un très grand papier étendu sur un châssis. Voilà, donc ça, vous voyez que c'est l'écran pour dessinateur. Alors, pour terminer ce passage en revue rapide, alors, non, ça, oui, ben, montre-le, ça c'est l'écran pour dessinateur, hein. Vous avez donc cet écran qui est situé à l'intérieur d'une sorte de cage en osier, et vous avez quelqu'un donc en train d'essayer de copier un paysage sur un écran sur lequel est tendu, donc un écran support sur lequel est tendue une feuille de papier. Pour terminer cette rapide présentation, je voudrais donner une citation. Alors, elle n'est pas recopiée, elle n'est pas présente, mais qui intéressera peut-être les pédagogues parmi vous. C'est le texte de Pluche, on ne l'utilise pas plus tard. Hein. Voilà, donc Noël-Antoine Pluche, le spectacle de la nature, c'est une sorte d'encyclopédie du pauvre hein, dans la première moitié du XVIIIe siècle. Pluche, dans un de ses entretiens, qui s'appelle L'éducation des garçons, réfléchit à l'usage pédagogique que l'on peut faire des écrans, et je vous lis ce petit texte. « J'estime assez, dit Pluche, l'écran percé de 2 ou 3 petites ouvertures, à travers lesquelles on montre à l'enfant la lettre, ou le chiffre, ou la syllabe qu'on veut qu'il fasse sonner, en les amenant tour à tour à l'aide d'un carton mobile attaché derrière l'écran. » Donc c'est un écran troué, et vous faites défiler des images, ou des lettres plutôt, derrière. Alors pourquoi? On change ces cartons selon le besoin. Le premier ne contient que les 5 voyelles, en grande et en petite lettres, marchand de compagnie. Les voyelles qui marchent, on a une sorte d'animation ici. Le second présente successivement toutes les consonnes. Un troisième fera la liaison des voyelles avec quelques consonnes. On trouve par ces cartons mobiles et différemment taillés le moyen d'amener ce qu'on veut sous l'œil de l'enfant. L'unité de l'objet que vous lui montrez de la sorte. L'unité de l'objet. Voilà ce à quoi conduit l'écran. L'unité de l'objet que vous lui montrez de la sorte fait le mérite de la machine. Au lieu que la lettre qu'on lui montre dans un livre est accompagnée de 200 autres.
vous voulez qu'il n'en voie qu'une. Cela passe ses forces et il en voit toujours 200. Donc l'écran, là, c'est un système d'économie de l'attention, littéralement, qui permet d'isoler dans la réalité. C'est une sorte de cadre qui est proposé à l'enfant pour qu'il se concentre sur les ouvertures proposées par un écran. Alors, ceci nous amène à une quatrième définition qui est celle qui nous est la plus familière parce qu'elle nous a plus ou moins été imposée par on va dire, la domination du cinéma au XXe siècle. Et cette définition que je vais trouver, bon, il y en a plusieurs, mais on va prendre celle du dictionnaire universel Larousse du XIXe siècle. L'écran est un tableau blanc sur lequel on fait tomber l'image d'un objet. L'écran est un tableau blanc sur lequel on fait tomber l'image d'un objet. L'image tombe. Alors, ce n'est pas absolument clair chez Larousse. Cette image tombe. Cette image qui tombe, comment est-ce qu'elle tombe? C'est peut-être plus clair dans une autre définition que tu as peut-être sur ta feuille, qui associe écran à projection. Tu l'as, cette définition? Oui, c'est celle-là. Ouais, on improvise là. Celle-ci, oui. Ouais. Tu n'as pas suivi la logique de mon argument? Bon. Mince alors. Bon, en gros, on arrive à une définition qui associe écran et projection. L'écran est une surface sur laquelle on projette une image, et c'est cette définition qu'on va interroger et critiquer dans la deuxième partie. Deuxième partie. Deuxième partie, projection et écran. Alors cette deuxième partie, elle est elle-même divisée. Donc le premier plan, c'était projection sur écran. Projection sur écran. Donc là, on ne va pas parler de cinéma, mais on va parler de dispositifs, de machines qui apparaissent, on va dire, au XVIIe siècle, là, pour simplifier, même si c'est un petit peu avant dans certains cas, à savoir la chambre noire et la lanterne magique. Donc on va rappeler des choses assez évidentes. Tu montres peut-être une image, ouais. Donc la chambre noire. Ouais, l'image est un petit peu floue, hein, mais ouais. Donc l'image de la réalité pénètre dans une pièce par un petit trou et est projetée sur un mur blanc. Alors c'est tout à fait clair dans cette représentation. Ouais, peut-être un petit peu plus, voilà, et c'est plus net ici. Hein. L'image donc de cette abbaye est projetée de façon inversée à l'intérieur de la pièce sur un écran. Donc là, voilà, la chambre noire, c'est le type de dispositif dans lequel coïncide l'idée de projection et d'écran. L'autre dispositif contemporain, hein, c'est celui de la lanterne magique. Alors la lanterne magique, oui, c'est à peu près clair sur cette image, c'est une sorte d'appareil, enfin oui, sauf que je vais expliquer une machine qui a disparu par une autre machine qui a disparu, c'est un appareil à projeter des diapositives en gros. Vous avez un foyer de lumière, ici évidemment, qui n'est pas électrique, c'est une lampe à huile, vous avez une lentille, et devant la lentille, une série d'images qui sont projetées donc sur un écran, un mur. Alors ces images sont souvent, comme ici, des images terrifiantes. Hein. C'est un diable, ouais. Ça peut être des images pédagogiques, on va en voir une tout à l'heure. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une lanterne magique déjà assez sophistiquée, parce que vous voyez que
l'image qui passe devant l'objectif est multiple. On va créer un effet de série voilà, pour raconter une histoire, voire, dans certains cas, quand l'image est sur des rails, voire créer quelque chose qui ressemble un petit peu au mouvement par la succession des images. Voilà, Lanterne magique, donc Athanasius Kircher, le grand jésuite inventeur du XVIIe siècle. Petite parenthèse, il semble que ces machines optiques, très longtemps, au XVIIe siècle en particulier, ont été une spécialité jésuite. Alors peut-être on n'a pas trop exploré cet axe-là, mais peut-être dans l'optique de la contre-réforme, l'idée que le spectacle optique pouvait conduire à la foi, voilà, on attirait les gens dans les lieux de culte, les animer, mais les grands opticiens, beaucoup des grands opticiens du XVIIe et du XVIIIe siècle sont des jésuites comme Kircher. Et on passe à l'image suivante. Ça doit être Zahn, qui est lui aussi un jésuite. L'image est à peu près la même. Enfin, le dispositif, oui, même machine. On passe à la suivante. Je vous épargne le latin. Voilà. Là, on est chez Nollet, alors, qui n'est pas jésuite, Jean-Antoine Nollet, qui est l'abbé Nollet quand même. Nollet, donc vulgarisateur, en 1700 quelque chose, 51 peut-être, c'est caché. 55, oui, leçon de physique expérimentale, avec, alors, intéressant, donc on voit ici que la lanterne magique est un spectacle, une sorte de spectacle familial, avec la mère et ses deux enfants. Quel type de spectacle? Toujours le spectacle terrifiant, et puis le spectacle scientifique. Nollet était un savant, et bon, ça c'est cette image de puce, elle traverse tout le XVIIIe siècle, elle est également représentée en grandeur, j'allais dire grandeur nature, non justement, en très grand format, dans une des planches de l'encyclopédie. Donc la puce était un des sujets de prédilection des lanternes magiques. Voilà, donc ça ce sont deux dispositifs, il y en a d'autres, mais on essaye de simplifier les choses, où projection et écran sont étroitement associés. Projection signifie écran et écran signifie projection. Mais, point suivant. C'est toi ou moi le point suivant? C'est encore moi? Ah, ouais. Celle-là, oui, on en parle quand même de la lanterne mobile. On anticipe un petit peu. Ça, c'est une lanterne magique à roulettes. Pourquoi? Eh bien, vous aurez la réponse tout à l'heure. Tu passes. Alors, là, on va voir des écrans sans projection. Donc, c'est Delphine qui va vous en parler, sauf de ce dispositif-là. J'en parle moi-même, c'est ça? Après, ouais. Alors, Loutherbourg est un peintre de plein droit. C'est un des grands peintres du XVIIIe siècle, auquel Diderot consacre plusieurs pages de ses salons. Et à un moment, la carrière de Loutherbourg décline un petit peu, sans doute, et il décide de passer en Angleterre pour être décorateur de théâtre, en particulier pour le théâtre du grand acteur londonien de l'époque, qui est Garrick. Loutherbourg fait des décors de théâtre, puis sans doute se fâche avec Garrick. J'ai un petit peu oublié le détail. Et Loutherbourg se dit, bon, le problème du théâtre, c'est les acteurs. Et puis les metteurs en scène. Et, puis, bon. Et Loutherbourg imagine un théâtre sans acteurs, qu'il appelle, d'un nom peu publicitaire, l'Edo Fusicon. Donc, il ouvre à Londres, dans le quartier des théâtres, cette salle de spectacle, l'Edo Fusicon, qui est... alors ça se voit peut-être mieux sur l'image suivante, s'il y a une image suivante. Non, il n'y a pas d'image suivante. Ok, donc les spectateurs, vous les voyez au premier plan. L'arrière-plan, c'est une toile. Ouais, oui, on le voit à peu près. Hein. Alors, peinte par Loutherbourg, en fait, il s'agit de plusieurs toiles qui sont superposées et qui s'animent
grâce à des jeux de lumière. Et donc le spectacle est entièrement composé par le mouvement, enfin l'abaissement de ces toiles, la superposition de ces toiles et la lumière qui éclaire l'écran par derrière. Je vous donne quand même une petite idée de l'impression qui était produite à cette époque par l'Edo Fusicon de Louterbourg. Donc nous sommes à Londres en 1781. Alors c'est un texte qu'il ne faut peut-être pas prendre entièrement au pied de la lettre, hein. Il a un caractère publicitaire. On le trouve dans le Journal historique et littéraire, et il est possible qu'il ait été écrit par Louterbourg lui-même. Un nouveau spectacle enrichit Londres depuis quelques jours. Le concours prodigieux des personnes qui le fréquentent semble annoncer au sieur de Louterbourg, au génie inventif duquel on est redevable de ce spectacle, la récompense due à ses travaux et l'encouragement que méritent des talents aussi distingués que les siens. C'est à juste titre qu'il l'a nommé Edo Fusicon, ou Vue de la nature, puisque c'est réellement le tableau le plus frappant qui ait jamais paru des effets naturels de l'obscurité et de la lumière et des changements de scène que leur mélange peut opérer. Ces différents objets sont produits par des canevas peints qui, placés les uns devant les autres, s'élèvent imperceptiblement en faisant leur effet et par le mécanisme ingénieux avec lequel ils sont arrangés, présentent cette touche de lumière graduelle qui rend les beautés de la nature d'une manière si surprenante que l'œil le plus attentif ne peut discerner comment les changements de scène arrivent, etc., etc. Donc on a des levées de soleil, des couchers de soleil, des batailles. Une sorte de théâtre sans acteurs, entièrement projeté. Non, projeté n'est pas le mot justement. Hein. C'est un spectacle sans projection. Hein. La lumière est projetée, mais l'image n'est pas projetée sur cet écran encadré devant les spectateurs. La lumière vient de l'arrière. Et ça nous mène à d'autres dispositifs qui sont plus connus que Delphine va nous décrire maintenant. Alors, sachant que, effectivement, ce qui peut peut-être faire la transition, c'est cette image-là que tu avais choisie. Et peut-être en dire un mot. Oui, j'en dis un mot. Alors, Zémir et Azor, c'est une adaptation théâtrale de La Belle et la Bête. Zémir et la Belle, Azor et la Bête. Et la Bête, pour amuser la Belle, qui s'ennuie un petit peu dans le château, lui propose différents spectacles optiques qui disparaissent dans la version la plus connue de la nouvelle, qui est celle de Madame le Prince de Beaumont, qui ne s'intéresse pas beaucoup au dispositif optique, mais dans la version première du conte de Madame de Villeneuve, qui s'appelle également La Belle et la Bête, qui date de 1740, la Bête multiplie les machines, et en particulier la Bête offre à la Belle un salon avec 6 ou 8 fenêtres, et chacune de ces fenêtres ouvre sur un spectacle qui est soit l'opéra, soit le théâtre italien, soit le théâtre français, soit... Voilà. Donc on a une sorte de salon avec des chaînes de télévision qui s'offrent à elle, qu'elle peut voir tour à tour dans un cadre. Et bon, ce qui est intéressant, mais on n'a pas vraiment préparé le texte, c'est les réactions de la Belle. Quand elle voit ces spectacles, elle voudrait intervenir. À un moment, elle voit les spectateurs qui sortent du théâtre de la foire, et elle voit des voleurs, des pickpockets en train d'agir. Elle voudrait les prévenir, mais elle s'aperçoit que les images et le son ne vont que dans un sens et ne peuvent pas rétrograder. Et elle s'aperçoit qu'il y a un mur de verre qui l'empêche d'intervenir. Là, on n'est pas chez Madame de Villeneuve, on est dans Zémir et Azor, qui est la version théâtrale par Marmontel, dans un opéra comique dont la musique est de Grétry. Et la Bête permet à la Belle de voir sa famille, ses 2 abominables sœurs et son père. Et vous voyez, donc la Belle, là aussi, elle est témoin de l'affliction de son père et des simagrées de ses sœurs. Là aussi, elle voudra intervenir, mais ça ne fonctionne que dans un sens,
et elle peut être émue par ce tableau, mais elle ne peut pas communiquer avec sa famille. Je peux lire les passages Oui, ça peut être. précisément. Donc, s'agissant justement de cette interaction, puisque c'est ça qui vous intéresse. Donc, au sortir de ce spectacle, donc là, elle vient de voir l'opéra comique. Donc c'est le dispositif précédent, hein, le salon aux fenêtres. Ouais. Au sortir de ce spectacle, elle vit toutes les personnes du bon air se promener dans les boutiques des marchands. Elle y reconnut des joueurs de profession qui se rendaient en ce lieu comme à leur atelier. Elle en remarqua qui, perdant leur argent par le savoir-faire de ceux contre lesquels ils jouaient, sortaient avec des contenances moins joyeuses que celles qu'ils avaient en y entrant. Donc elle voit effectivement des joueurs professionnels en train d'en plumer d'autres amateurs. Les joueurs prudents qui ne mettent point leur fortune au hasard du jeu et qui jouent pour faire profiter leur talent ne purent cacher à la belle leur tour d'adresse. Donc elle est témoin effectivement de ce qu'elle voit à travers cet écran. Elle eût voulu avertir les parties souffrantes du tort qu'on leur faisait, mais éloignées d'eux de plus de 1000 lieues, puisque c'est donc une télévision, elle ne le pouvait pas. Elle entendait et remarquait tout très distinctement, sans qu'il lui fût possible de leur faire entendre sa voix, ni même d'en être aperçue. Donc là, on a un dispositif, mais qui fonctionne de manière unilatérale. Les reflets qui portaient jusqu'à elle ce qu'elle voyait et ce qu'elle entendait n'étaient pas assez parfaits pour rétrograder d'eux-mêmes. Alors, ça c'est intéressant dans la mesure où justement on a quand même une petite mention technique de la façon dont fonctionnent ces écrans. Ce sont des jeux de miroir. Si vous pouvez parler un peu plus fort parce que ça a Oui. un peu de mal à passer. D'accord. Donc ce sont des jeux de miroir qui permettent donc par une succession de miroirs de faire arriver l'image donc par une chaîne, d'un point à un autre. Mais donc, la formule est intéressante dans le texte. Ces miroirs donc, ne sont pas, les reflets qui sont produits par ces miroirs ne sont pas assez parfaits pour rétrograder d'eux-mêmes. Donc il y a bien ici une théorie de la réflexion. Et donc l'image ne revient pas à son point de départ. C'est-à-dire qu'elle voit, mais elle n'est pas vue. Il n'y a pas de réciprocité dans le dispositif technique tel qu'il est prévu ici. Voilà. Bien fini, c'est à toi. D'accord. Alors, donc, j'en viens pour poursuivre un petit peu ce panorama général de ces dispositifs, et donc là, de cette non-coïncidence entre l'écran, la matérialité de l'écran, et la question de la projection. Là, dans tous ces écrans dont on vous parle, il est question d'un jet de lumière qui active, anime d'une manière ou d'une autre l'image. Et c'est le cas donc, dans des dispositifs qui sont ceux du XIXe siècle, comme ici le diorama de Daguerre. Alors, il y a un point commun qui est assez intéressant avec Lutherbourg, dont il était question tout à l'heure. Dans chaque cas, on a affaire à des inventeurs qui sont des peintres, et des peintres qui ont transité par le monde du spectacle et de la décoration. Donc la dimension spectaculaire de ces dispositifs vient en partie de leur métier d'origine et de ce choix qui opérait de créer des spectacles dont on abstrait, je le disais tout à l'heure très bien, dont on abstrait la personne humaine, en gros. C'est-à-dire ce sont des spectacles qui vont devoir s'animer autrement que par le jeu des acteurs et donc par l'espace scénique dans lequel il y a des corps. Voilà. Donc des spectacles théâtraux sans corps. Alors, c'est le cas pour le diorama. Donc Daguerre, on est ici au tout début des années 1820. Daguerre, avant d'être connu et reconnu pour ses collaborations avec Niepce et puis donc pour la photographie, chose dont il obtient la reconnaissance en 1839. Et donc dans la période précédente, 1822, 21-22 et 1839, c'est au diorama qu'il s'adonne. Alors, il s'associe là encore avec un autre artisan des spectacles, artisan décorateur, Charles-Marie Bouton, pour réaliser donc ces dioramas. Alors, voilà je vous montre deux images
qui sont un petit peu complémentaires et qui permettent de comprendre comment fonctionne un diorama. Donc le principe, je reviens à la précédente, le principe, il est que les spectateurs se trouvent donc dans une salle, et contrairement à ce qui se passe au théâtre, ce sont les spectateurs qui vont être mobiles, dans la mesure où la salle de spectacle va tourner pour coïncider avec un cadre. Et ce cadre, il est tendu d'un écran, écran au sens de toile, toile tendue et toile peinte. Et cet écran, donc on en revient à nos définitions de tout à l'heure, il va s'animer, et il va s'animer selon un principe qui n'est pas un principe de projection, mais un principe de diffusion de la lumière par réflexion et par réfraction. Autrement dit, la lumière arrive par la salle où il est, cet écran, rétroéclairé, et selon les modalités d'incidence de la lumière, ça fait apparaître ou disparaître un certain nombre de choses. Voilà. Alors, éventuellement, ce qu'on peut faire, parce que des dioramas, il n'en reste plus qu'un, enfin, le diorama historique, diorama de Daguerre, il n'en reste plus qu'un qui se trouve à Brie-sur-Marne, bizarrement dans une église. Mais en revanche, il reste plein de... Il a été d'ailleurs récemment restauré, mais il reste plein de variantes portatives du diorama, et notamment ce qu'on appelle le polyorama. Et là, il faudrait simplement peut-être vous montrer un tout petit film qui dure quelques secondes, et qui permet simplement de prendre conscience des effets de fondu et d'enchaînement par lesquels les images apparaissent et disparaissent. Bon, là, c'est assez basique, vous allez voir. Je lance en même temps que j'en parle. Il s'agit donc d'une vue de jour et de nuit de la rue de Rivoli, tout simplement. Alors, voilà, là, c'est la version, la petite version portative, et on voit très bien que donc, ce qui est plus complexe et qui se manie avec une grosse manivelle et un opérateur dans le cas du diorama, ici, se manipule avec la main. Il s'agit d'un volet qui permet d'éclairer soit le devant, soit le derrière de, voilà ce qu'on voit ici, de l'écran, et selon les cas, on voit bien que progressivement apparaissent et disparaissent des vues. Alors ici, c'est simplement une différence d'ambiance nocturne diurne, mais dans notre cas, et c'est plus intéressant pour nous aussi, ça permet d'animer des scènes en faisant apparaître et disparaître, notamment justement ces fameux personnages humains que le diorama a évacués en chair et en os. Voilà. Donc c'est une des solutions techniques apportées à la question du mouvement. Mais on le voit bien ici, c'est contrairement à ce qui se passera avec le cinématographe, ce n'est pas une projection des images successives qui crée le mouvement, c'est une animation de la lumière elle-même. Alors, ce qui est intéressant pour ce diorama, c'est qu'on a affaire ici, et peut-être plus encore que dans les dispositifs que nous avons pu nous présenter tout à l'heure, à quelque chose d'immersif. Donc, quelque chose d'immersif dans la mesure où, je le disais tout à l'heure, les spectateurs sont dans une salle obscure, et qui va coïncider exactement avec la scène qui est présentée à l'écran, sachant que les spectacles de diorama présentaient deux écrans, et que donc la scène bougeait de manière à coïncider avec un écran puis avec l'autre. Voilà. Je peux t'interrompre. Oui, aussi. Salle obscure, et il faut bien penser qu'à l'époque, les théâtres n'étaient pas des salles obscures. Donc, pour des raisons techniques, on ne pouvait pas éclairer. Donc, une des particularités du diorama, et peut-être de l'Edo Fusicon, j'en suis pas sûr, c'était peut-être pour la première fois de plonger des spectateurs dans le noir, et de regarder depuis le noir un écran éclairé. Ne me contredis pas. Si. Non, parce que dans la fantasmagorie, c'est... Oui. Mais on va y venir. Donc, mais en fait, tu as raison, effectivement, dans la mesure où il y a un jour particulier, une espèce d'ambiance laiteuse qui crée l'immersion. Et si on en revient justement à nos textes littéraires, ce qui est intéressant, là, je dirais pour les réactions qui sont décrites dans les textes, les réactions des spectateurs lorsqu'ils sont confrontés en particulier au diorama, ça vaut aussi pour le panorama, mais peut-être un petit peu moins directement.
y reviendra, c'est justement ce sentiment de coprésence avec le spectacle qui est présenté. Donc l'impression en particulier, c'est souvent associé, et c'est assez troublant, à une expérience qui est une expérience de l'exil, du deuil, de la distance, de la nostalgie. Il y a par exemple un texte qui est contemporain de l'apparition du diorama, hein, donc 1822, où on décrit telle princesse de Naples qui vient justement découvrir la nouvelle merveille, hein, le diorama de Daguerre et Bouton, et qui voit la baie de Naples, justement, à l'écran, hein, et qui en est tellement ému que, justement, certains de sa cour hein, qui l'accompagnent sont obligés de faire trembler la toile pour faire rompre l'illusion. Voilà. Donc là, on a des interactions qui prouvent bien que, en quelque sorte, il y a un sentiment d'immersion, hein, d'adhésion au spectacle. Et bon, là, c'est un exemple, mais on en a pas mal, hein, comme ça, où véritablement, ça produit de l'affect. Alors, l'autre dispositif immersif, mais qui en même temps, qu'on ne convoque là que pour, en quelque sorte, l'éloigner un petit peu hein, de notre propos, puisqu'il n'est pas tout à fait question d'écran là, c'est le panorama. Hein. Le panorama qui est légèrement antérieur dans sa conception au diorama. Hein. Ce sont des ramas, comme dirait Balzac, mais celui-ci, donc, naît à la toute fin du XVIIIe siècle et se popularise au XIXe siècle, hein, donc d'abord en Écosse et puis ensuite en France. Donc le panorama propose un dispositif qui est assez différent dans la mesure où il est circulaire, hein, comme vous savez, où le spectateur se trouve au centre, et donc la relation qui est engagée avec l'écran n'est pas une relation de frontalité comme dans le cas du diorama, hein, mais au contraire, hein, on ne contraint pas, on va voir tout à l'heure un texte de Diderot où on voit bien que le spectateur est contraint à regarder dans une certaine direction. Là, au contraire, avec le panorama, hein, c'est une vision à 360 degrés qui lui est proposée. L'écran d'ailleurs n'en est pas tout à fait un, puisque pas tout à fait un, pardon, c'est une toile, hein, une toile peinte, et s'il y a immersion dans un dispositif, c'est par le biais, c'est ce que vous voyez ici à l'écran, c'est par le biais des fabriques, des éléments de décor qui vont occuper l'espace entre la plateforme d'observation et la toile peinte du fond. Ici, en fait, on a une gravure qui provient du journal de vulgarisation scientifique La Nature, hein, et qui montre l'envers du décor en fait, d'un panorama. Hein, c'est-à-dire qu'au centre, vous avez la plateforme, vous avez aussi donc une espèce de ciel hein, qui va créer cette ambiance lumineuse laiteuse, hein, donc demi-jour diffus. Vous avez les toiles au fond, et puis donc au premier plan ici, hein, ce qui est censé figurer, puisque là c'est un panorama de bateau, hein, donc ce qui est censé figurer donc des plans de vagues successives, d'écueils, etc. Donc ici l'illusion se crée par des éléments intermédiaires, hein, et si on doit parler d'écran, c'est plutôt en termes d'obstacles, ou en tout cas d'étapes dans le trajet qu'effectue le regard, hein, entre le point de l'observateur et le fond qui est occupé par la toile peinte. Voilà. Donc, mettons que, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, le diorama hein, est sans doute encore plus, si l'on veut, que ici le panorama. Mais dans les deux cas, donc, il y a une affaire d'immersion avec des procédés qui sont divers dans la mesure où, justement, dans l'un des cas, le diorama, on a une sorte de surdétermination du cadre, alors qu'ici, au contraire, hein, on en a une subversion dans la mesure où le panorama à 360 degrés fait bon marché du cadre, il ne l'impose plus au regard. Voilà. Alors, ça c'était le deuxième point, donc les écrans sans projection. Et on voudrait maintenant vous parler de l'inverse, c'est-à-dire des projections sans écran. Alors, ces projections sans écran, elles peuvent nous apparaître comme des choses un petit peu embryonnaires, et puis des formes de bricolage, hein, telles qu'on a pu les repérer dans les siècles précédents. Et néanmoins, elles sont intéressantes par les rêveries qu'elles ont pu occasionner. Alors,
Je vous donne un exemple assez célèbre. Il s'agit des projections. Alors ici, on a bien un écran quand même, malgré tout. Cet écran, ce sont des nuages. Cette projection sur les nuages, c'est à la fois, vous le voyez ici dans la diapositive, vous avez tout à la fois quelque chose, ici l'affichage céleste, c'est un texte célèbre de Villiers d'Isle-Adam, ici dans sa première publication dans l'Écho de Paris. Et vous voyez comment le frontispice de cette nouvelle, qui est une nouvelle assez féroce, au vitriol, sur le matérialisme ambiant de la société fin de siècle, et bien donc ce frontispice montre bien le procédé. Il s'agit de projeter dans le ciel des images, tandis que ici, encore une fois, la nature va évoquer des projections sur les nuages, avec des procédés pratiques. Elle en profite même pour faire sa publicité, vous voyez, donc la nature revue des sciences, projetée en grand sur le ciel. Ces pratiques-là, on les trouve dès les années 70, y compris, je crois que c'est une des expositions universelles américaines, où c'est abondamment pratiqué. Voilà. Alors, donc ici, il s'agit des nuages, mais malgré tout, là, je reprends une définition qui était celle de Michel Friseau. La projection lumineuse de l'image suppose la matérialité d'un plan, sans quoi cette image serait sans lieu, perdue dans l'espace de projection. Ici, on voit bien que le nuage sert, je reprends toujours les termes de Friseau, de coup d'arrêt. Le support est un coup d'arrêt au trajet lumineux. Voilà. En même temps, on trouvera des textes, mais voilà, c'est purement du texte, et c'est du texte, je dirais, abondamment fantasmatique. Si on pense au texte de l'astronome Camille Flammarion, au texte qui s'intitule Lumen, et qui est un texte qui justement rêve la trajectoire des rayons lumineux qui émanent de la Terre. Donc ces rayons lumineux, dans la physique un peu étrange de Flammarion, eh bien, il possède une trajectoire qui part de la Terre et qui va se perdre dans l'espace. Et il imagine, Flammarion, le moment où un être, alors c'est un être, Flammarion est un petit peu versé dans le péritisme, c'est un être supérieur et évanescent, qui est capable de voir ces rayons lumineux, justement, sans le support d'un écran, depuis l'infini de l'espace. Et à ce moment-là, que matérialise cet esprit quand il voit ces rayons lumineux? Eh bien, en fait, l'histoire de l'humanité, tout simplement, c'est-à-dire que tous ces rayons lumineux qui, progressivement, au fil du temps, ont projeté dans l'espace, à notre corps défendant, si je puis dire, donc l'histoire d'une humanité qui va, comme ça, se diffuser indéfiniment dans le vide interstellaire. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a quand même, évidemment là c'est techniquement non envisagé, mais il y a quand même des hypothèses, on voit bien, d'une sorte de transit, de transport, pour reprendre l'expression de Dominique Pailly, de transport de l'image dans l'espace, et d'une façon qui ne subit pas le coup d'arrêt de l'écran. Voilà. Alors, continuons. Là, ce sont donc des expérimentations, là on revient au XVIIIe siècle, et qui ont trait justement aux formes spectaculaires. Ici donc on a bien une projection lumineuse, et simplement en forme d'écran, ce sont des productions de fumée. Voilà. Donc ces productions de fumée, elles ont un avantage certain. Donc ici c'est une gravure qu'on trouve dans un texte allemand, mais il y a un texte de Charles Cros, donc, vous voyez, de 1872, qui s'intitule « Un drame interastral », qui va reprendre cette image-là. Alors c'est un texte complètement loufoque et très... que j'aime beaucoup en ce qui me concerne, donc des amours malheureuses d'un jeune homme qui s'appelle Glo dans le texte, et d'une vénusienne. Glo étant le fils du directeur de l'Observatoire des Andes Sud dans cette nouvelle, et donc il
l'œil rivé sur des télescopes, hein, et précisément, c'est une nouvelle qui raconte les effets de communication via télescope, hein, entre la planète Vénus et donc la Terre. Et jusqu'au moment où justement les fils des deux astronomes, hein, enfin le fils de l'astronome français et la fille pardon, des Vénusiens, eh bien, vont tomber amoureux par l'intermédiaire du télescope. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'expérience à ce moment-là de l'écran, ou en tout cas tous les bricolages qui vont essayer de se construire pour matérialiser sous une forme ou sous une autre l'autre, ce sont des palliatifs de l'absence. Donc, dans le cas là, de notre texte, hein, on voit bien, donc ils crurent vaincre la distance qui les séparait, hein, donc ce sont les deux tourtereaux, hein, en échangeant les traces les plus complètes de leur personne, ils s'envoyèrent leurs photographies par série suffisante à la reproduction du relief et des mouvements. Donc on essaye, il y a toujours une sorte de tentative asymptotique pour être au plus dans le virtuel, quoi, enfin dans l'imitation virtuelle de la réalité. Bloch, aux heures où l'observation était close, s'enfermait dans une salle et reproduisait dans des fumées ou des poussières l'image mouvante de sa bien-aimée, l'image impalpable faite de lumière seule, hein, on voit la terminologie tout à l'heure. Hein. Il en réalisa aussi la forme immobile en substance plastique. Vous voyez qu'il essaye tous les bricolages possibles, hein, et ça se terminera d'ailleurs très mal. Bon, alors donc ces formes-là, hein, on va les retrouver encore, là si je fais le lien entre l'univers du spectacle et l'univers romanesque, hein, on va retrouver ça sous une autre forme qui est celle du fantôme de Pepper, hein, et donc des trucs spectaculaires, hein, des trucs de théâtre. Ici, donc vous voyez d'un côté, ça c'est un ouvrage de vulgarisation d'Émile Desbaux, hein, donc on voit comment faire apparaître un spectre donc, au théâtre, hein, donc par le biais, vous avez une trappe, hein, dans laquelle vous avez l'acteur qui joue le spectre, hein, qui est fortement éclairé, et le plan incliné de la vitre, hein, permet de refléter les choses et donc de donner sur scène l'illusion, hein, à la Jean-Luc Mélenchon en fait, hein, l'illusion que le spectre est sur scène. Et c'est ce même dispositif, hein, qui est utilisé par Verne et ici donc par Léon Bennett dans l'illustration du château des Carpathes pour représenter l'apparition de la cantatrice sur scène. Cette cantatrice, et c'est par hasard, elle est morte. Et précisément, ce que permet cette projection sans écran, c'est de la ressusciter. Voilà. Donc on voit qu'on tourne toujours autour des mêmes idées et de la question de l'absence. Dernière remarque, ça je le dis simplement en passant, mais en même temps c'est quelque chose dont on trouve les traces, y compris assez tôt. Hein. Il y a aussi l'idée que, dernier élément, dernière étape dans l'évolution qu'on essaye de traiter, l'idée qu'il y a aussi parfois la capacité mentale à produire de l'image sur un écran qui, à ce moment-là, n'est qu'une projection intellectuelle. Donc c'est le cas, techniquement, c'est ce qui se passe quand on a l'expérience visuelle de la stéréoscopie, par exemple, hein, c'est-à-dire que l'image elle est produite par la synthèse de ce que nous voyons. Hein. C'est également ce que Freud peut évoquer lorsqu'il parle de lieu psychique. Hein. La métaphore qu'il utilise, c'est une métaphore justement optique, c'est-à-dire l'idée que ce soit un lieu, non pas un lieu matériel, mais un lieu qui se crée justement dans un dispositif optique. Voilà. Alors, je vois que le temps tourne, donc on va passer à la troisième partie, et donc la question des effets de l'écran. Alors, on a choisi, pour vous en parler, trois couples antithétiques, hein, trois éléments, trois notions antithétiques, trois entrées, sachant encore une fois, ce sont des conclusions qu'on tire à partir de notre corpus de texte, hein, et donc avec toujours cette perspective un petit peu archaïque. Donc première approche, première question,
le couple élucidation-occultation. Donc, ce qui est en jeu en particulier dans ce couple-là, c'est que l'écran, Denis le rappelait tout à l'heure dans les premières définitions, l'écran c'est ce qui cache, c'est ce qui fait obstacle, et en même temps, donc, dans bien des cas, c'est ce qui va révéler, c'est ce qui devient un chaînon, un outil dans l'apprentissage et dans l'intellection, donc dans l'approche cognitive. Et on voit bien comment donc, ça joue autour d'une conception, y compris de la lumière, qui est à la fois donc, un agent de transparence et puissance d'élucidation d'un côté, et puis de l'autre, comment l'écran peut apparaître, ça c'est évidemment la tradition catholiциenne de la caverne, comme le lieu sur lequel s'agitent les fantômes trompeurs. Alors, comment ça se voit et comment on peut le repérer dans nos textes anciens? Alors, on revient à la définition que tu donnais tout à l'heure, du microscope solaire dans l'encyclopédie. On voit d'ailleurs que, toujours d'un point de vue pédagogique, il y a toujours l'idée d'attraction, de divertissement. Ce microscope est le plus amusant de ceux qu'on a imaginés. C'est plaire et instruire, toujours le même couple, et peut-être le plus capable de conduire à des découvertes dans les objets qui ne sont pas compacts. Pourquoi? Parce que précisément ça agrandit, tu nous montrais tout à l'heure la puce géante, ça permet de voir en grand. Et donc l'idée que voir en grand, c'est aussi découvrir des choses, on y reviendra tout à l'heure. Le microscope solaire, c'est une lanterne magique combinée à un microscope. Donc ça permet de... On revient en arrière, mais c'est ce qu'on voit en haut, voilà, en haut de l'image de Nollet. Oui, mais ça, c'est pas un microscope. Enfin, oui. Si, ok, d'accord. En bas, c'est la lanterne, et en haut, c'est le microscope. Voilà, donc ça, c'est le premier texte. Et puis donc ça c'est pour le 18e, mais si on regarde donc, du côté du 19e siècle, on peut aller voir ce que dit par exemple l'abbé Moignot, encore un abbé, dans un texte intitulé L'art des projections. Alors Moignot est intéressant parce que ce n'est pas le premier, c'est vraiment quelqu'un qui a essayé à plusieurs reprises de fonder un enseignement par la projection. Ici, essaye dans un premier temps, dans les années 1850, et devant un certain nombre d'obstacles à la réalisation de ses projets, il attendra le lendemain du siège et de la commune pour installer, ouvrir ce qu'il appelle les salles du progrès, donc avec tout un spectacle, tout un programme éducatif. Je cite, ces salles du progrès, c'est un asile où les Parisiens puissent, en se reposant des fatigues du jour, se récréer à la fois et s'instruire. Donc ces soirées sont une démonstration de sciences illustrées, d'une heure à peu près, avec donc une revue d'histoire et de géographie ensuite, et ça se termine par quelques jeux d'optique. Voilà, donc il y a tout un programme éducatif. Et bon, je passe sur le texte, mais ce qui est intéressant, c'est que la fin du texte décrit très précisément, et quand on lit l'art des projections, on a tous les éléments pour ce faire, décrit très précisément le dispositif matériellement. Comment est-ce qu'il faut installer l'écran pour capter au mieux l'attention, pour éviter les reflets, pour éviter tout ce qui va parasiter, quelle est la distance entre l'appareil de projection et l'écran. Bon, voilà, je passe, mais voilà par exemple l'une des gravures qu'on peut retrouver dans cet ouvrage, et qui rend précisément compte de l'effet produit par ce type de projection. Voilà. Alors, à l'inverse, oui, j'ai oublié cette petite image, donc j'aime bien, parce que c'est représentation de l'université de l'avenir, ça devrait être notre slogan à tous. Ici, on apprend tous en travail, vive la lumière. Donc, qui date de 1896. Ensuite, donc, oui, j'accélère. Donc, simplement, peut-être pour rappeler,
Donc le deuxième volet, c'est-à-dire celui de la tromperie. Donc élucidation, on vient de voir, tromperie de l'autre côté. Alors, ce qui permet justement de tromper, et qui est très fort dans l'imaginaire de l'écran de cette époque-là, c'est le fait que précisément ce qui est la source de l'image, eh bien, est escamoté. Et donc c'est précisément ce qui se passe dans la fantasmagorie. Donc pareil, je vais passer sur le texte, hein. Mais donc la fantasmagorie, qu'est-ce que c'est? On le voit ici, ici. C'est une lanterne magique, mais dont le dispositif se modifie justement par rapport à la question de l'écran. C'est-à-dire que la lanterne magique, c'est l'appareil, on a vu de diapositive, hein, donc l'appareil est du même côté que les spectateurs. Ici, en quelque sorte, les spectateurs vont être confrontés à un appareil, à un écran rétroéclairé, puisque par transparence, c'est par derrière, hein, que l'appareil projette. Et donc, ça a un effet différent, c'est-à-dire que les spectacles de fantasmagorie qui vont se développer autour de la Révolution et dans les années qui suivent, hein, sont des spectacles qui visent à faire peur, hein, donc à terrifier. On voit ici l'effet produit sur les spectateurs, hein, donc par l'apparition des petits diables. Hein. Il y en a un qui est à moitié par terre, ça c'est le frontispice justement des mémoires de Robertson, hein, qui sont donc... L'autre qui tire son épée. Oui, on voit très bien, mais il y en a un qui effectivement tire son épée pour se défendre. Enfin bon, donc on voit là les réactions, hein, toujours dans un espace immersif et obscur, malgré tout, parce que pour que ça marche, il faut qu'on ne voit pas. Sachant que dans ce type de spectacle, l'écran ne fait pas tout seul, hein, c'est-à-dire qu'il y a un conditionnement, musical, qui est un conditionnement aussi via toute une série de... On voit un peu de l'autre côté de l'écran, hein, avec des figurines, des animations, parfois des acteurs, hein, qui viennent conditionner les spectateurs. Voilà. Et il n'est peut-être pas anodin de constater que ces spectacles effrayants, hein, prennent place, encore une fois, dans un contexte qui est celui traumatique de la Révolution. Donc le pouvoir suggestif de la fantasmagorie est à mettre en lien peut-être avec l'époque dans laquelle cela se dit. Voilà. Alors, dernier élément... donc ça, je passe, hein, mais on voit, enfin, juste simplement pour noter une expression, je fournis, donc ça c'est un fantasmagore, hein, qui parle justement, qui essaye de faire honte aux spectateurs abusés de la fantasmagorie, hein, et il dit, je fournis seulement la toile à votre imagination échauffée. Donc on voit bien ce qu'on disait tout à l'heure ici sur un mode métaphorique, hein, mais qu'on passe de l'écran réel, matériel, à sa figuration ici métaphorique, c'est-à-dire que c'est le mécanisme de projection de l'imagination, hein, qui prévaut dans la terreur inspirée aux spectateurs de fantasmagorie. Voilà. Alors, bon, peut-être juste, là je décris, je vais plus vite, donc cette manière d'abuser, donc évidemment, elle va lorgner du côté de la caverne platonicienne, et y compris donc, dans ce texte très célèbre de Diderot, hein, dans son salon de 1765, hein, où il évoque précisément le dispositif. Et ce qui est intéressant, donc le dispositif de la caverne, hein, mais ce qui est intéressant, c'est précisément, il insiste sur la contrainte dans laquelle les spectateurs se trouvent, hein, respectent les éclisses, hein, donc respectent le matériel qui t'enchaîne et qui te contraint à regarder l'écran, donc au fond de la caverne. Le propos étant chez Diderot, hein, connecté à des considérations politiques. C'est-à-dire que le fait de ne pas souscrire à ce que vous impose l'écran vaut pour subversion. Hein, ce sera pour quand nous ferons de la philosophie, ça c'est pour vous. Voilà. Dernière exception, mais là je passe, s'agissant donc d'une dernière exception de l'écran dont on n'a pas encore parlé, et qu'on trouve chez Zola, et c'est l'écran comme filtre. L'écran comme filtre, dans cette lettre à Anthony Valabrègue, hein, qui est une théorie littéraire, hein, en gros, hein, Zola explique que, donc il appelle des écrans, donc on va dire que ce sont des filtres, des médiums filtrants. Et bien donc chaque école littéraire, chaque école esthétique
a un filtre différent, en gros, ce qu'il appelle donc l'écran romantique, l'écran classique, et l'écran naturaliste évidemment, qui est le plus neutre, qui s'apparente à un verre transparent. Voilà. Mais on voit bien que dans la logique de Zola, l'écran, c'est ce qui filtre et donc ce qui travestit la réalité. Enfin, dans des considérations, hein, en quelque sorte, hein, cette idée de travestissement, de déformation du réel, hein, qu'on peut retrouver dans les débats actuels sur les filtres de Snapchat, par exemple. Voilà. Bon, allez, je vais simplement là juste mentionner les phénomènes parce que le temps tourne. Donc, le deuxième point qu'on voulait évoquer, c'était celui de... Donc, le deuxième couple, hein, si vous voulez, c'était le couple agrandissement-rétrécissement. Donc, l'écran, tel qu'il est évoqué dans le texte ancien, hein, est aussi ce qui agrandit, on l'a vu tout à l'heure, hein, et puis, bizarrement, parfois, ce qui donne la conscience d'un rétrécissement. Alors, pour l'agrandissement, bon, c'est le grand retour de notre puce, mais je passe, hein, donc la puce écrasée sur le porte-objet, donc évoquée par Mollet. Hein. Ici, donc, c'est plus une puce, c'est une grenouille dans une nouvelle d'Ernest Derby qui est assez drôle. Et donc là aussi, c'est intéressant pour l'émotion provoquée, c'est-à-dire que cette Madame Ernest, hein, qui est un bas bleu dans cette nouvelle, hein, eh bien, elle est émue parce qu'elle voit une grenouille qui est en train de se faire disséquer, mais surtout la grenouille, elle est en grand. Voilà. Elle est en grand projetée sur l'écran, hein, et le texte insiste là-dessus, c'est parce qu'elle est en grand qu'elle suscite l'indignation de Madame Ernest. Je passe sur le texte, et donc je disais, oui, il y a des cas où c'est l'inverse, c'est-à-dire où le sentiment de malaise, de déstabilisation qui est lié donc à ces jeux d'échelle, n'est pas lié au sentiment que précisément on voit en grand quelque chose qui est naturellement petit, mais qui est lié au sentiment inverse que l'écran offre quelque chose qui rapetisse. Et c'est le cas de Gorky, hein, lorsqu'il évoque donc ses premières expériences de cinématographe, hein, donc il évoque ce royaume des ombres, et il dit que, donc il parle d'un Merlin, hein, qui opérerait un sortilège devant nos yeux, hein, en représentant la rue entière, il en a comprimé les hauts bâtiments, aux fondations, ils sont compris dans un espace qui semble mesurer 1 mètre. Donc là, on a un redimensionnement, mais une perte d'échelle. Voilà. Je m'arrête là, je te laisse donc conclure sur le dernier couple collectif individuel. Tu me laisses 30 secondes. Alors, je te laisse quand tu veux, de toute façon il y a des images, donc tu veux. Oui, donc oui, je vais être très rapide en fait. En lisant un petit texte qui résume cette troisième partie, donc, qui montre à la fois que l'écran peut avoir une fonction heuristique, révéler la réalité, qu'il agrandit cette réalité, mais aussi, et donc c'est le troisième couple, la tension entre expérience collective et expérience individuelle. Hein. Et on revient à l'opposition classique entre Edison et son appareil, voilà, où les films étaient projetés, n'étaient vus que par une personne à travers un opercule, et puis la grande particularité des Frères Lumière, qui était non moins l'invention du cinéma que l'idée de projection, hein, de faire du cinéma un spectacle collectif. Alors, je reviens et je conclus par cet article par lequel on a presque commencé, qui est celui de l'article Microscope solaire dans l'encyclopédie. Et voilà ce que l'auteur de l'article, anonyme, mais c'est pas très grave parce que de toute façon c'est copié sur un ouvrage anglais antérieur dont l'auteur m'échappe. L'inventeur du microscope solaire, c'est dans les années 1740. Et voilà ce qu'il dit à propos des mérites de cette invention. Un nombre de personnes peuvent observer en même temps le même objet, contrairement au microscope classique où on regarde l'un après l'autre et on n'est pas sûr de voir tous la même chose. En même temps, le même objet. En examiner toutes les parties et s'entretenir de ce qu'elles ont sous les yeux,
ce qui les met en état de se bien entendre et de trouver la vérité. Voilà. C'est parce qu'on regarde en même temps le même objet sur le même écran qu'on peut en parler et qu'on peut découvrir la vérité. Donc là, l'auteur de l'article associe vraiment l'idée de découverte de la vérité et l'idée de projection et d'écran. Au lieu que dans les autres microscopes, on est obligé de regarder par un trou l'un après l'autre, et souvent de voir un objet qui n'est pas dans le même jour, ni dans la même position. Voilà. Donc, l'idée de... Mais bon, ce séminaire en est l'illustration, hein, deux siècles et demi plus tard. Hein, c'est par la capacité, enfin la possibilité que l'écran offre aux spectateurs de voir la même chose, qu'il peut y avoir échange, qu'il peut y avoir progrès de la science. Magnifique. C'est une belle conclusion. Voilà. Bravo.